Bienvenue à tous à ce webinaire sur la rétention des employés, contexte qui est malheureusement un angle mort trop souvent dans le contexte de transfert d'entreprise. Et aujourd'hui, avant d'aller plus loin, en fait, j'aimerais simplement vous rappeler très rapidement en quoi consiste le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui est gérée par un conseil d'administration composé principalement d'entrepreneurs. Nous avons un mandat gouvernemental étant supporté par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Nous avons une présence dans toutes les régions du Québec, donc il y a un ou des conseillers dans chacune de vos régions. Et le but et la mission du CETEX, c'est la pérennité des entreprises et ainsi participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec. Aujourd'hui, écoutez, on vous parle effectivement de cet angle mort qui est la notion des ressources humaines liées au transfert d'entreprise. On le sait, on n'a pas besoin de revenir sur le contexte de pénurie de main-d'œuvre. On voit partout que 2/3 des entreprises québécoises peinent à trouver du personnel. Donc, dans un contexte de transfert, c'est d'autant plus important de s'assurer de se donner un bon plan de match et d'aborder les questions de façon adéquate pour convenir avec l'équipe et en temps et lieu, puis on va y revenir, de processus de transfert parce que c'est malheureusement quelque chose qui est laissé. On s'occupe beaucoup de la notion de comptabilité, fiscalité, financement, etc. Et l'angle des employés est malheureusement laissé de côté. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de partager cette présentation-là avec nos collègues et amis, dans le fond, de l'organisation de transfert 360, qui est une organisation qui a les mêmes objectifs que le CETEC, mais avec une expertise particulière qui permet d'aller plus loin dans les plans d'action, potentiellement dans les entreprises, pour vous accompagner dans un contexte de transfert. Et sans plus tarder, je vous présente mes co-panélistes, donc Josée Blondin, qui est elle-même issue d'une famille d'entrepreneurs, soit dit en passant, qui a une formation de psychologue, qui a commencé ses entreprises initialement sous le nom d'Intersource, qui est intégré maintenant dans le groupe de transfert 360, qui abordait les enjeux, justement, les enjeux psychologiques et relationnels des entreprises et qui a, à la lumière de son expérience, fondé Transfert 360 pour aborder plus particulièrement les enjeux humains dans une perspective de continuité de l'organisation et des ressources des individus à l'intérieur de l'organisation. Et elle est accompagnée de Jean-Sébastien Côté, qui a lui-même une formation et qui a un certificat conseiller agréé en ressources humaines et qui possède une maîtrise en gestion du changement. Et Dieu sait que dans un contexte de transfert d'entreprise, l'impact sur les employés peut être important et c'est un contexte de changement qui a donc des implications qui significatives, potentiellement significatives pour eux. Donc, merci à vous d'être là, José et Jean-Sébastien. Et avant de tomber dans le vif du sujet, je vous laisse peut-être vous présenter un peu plus ce qu'est Transfert 360. Bon micro, José. Hey, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, ton micro. Donc, merci Serge. Et comme tu l'as si bien mentionné, c'est vrai, c'est très important de ce volet de la transition dans le transfert et non pas seulement de la transaction. Ça implique autant le cédant, le repreneur que les employés. Et c'est souvent, malheureusement, un angle mort. Et c'est dans la perspective, justement, d'assurer une transition aussi qui va mener vers la transaction qu'on a créé, que j'ai développé Transfert 360. On peut peut-être, Transfert 360, c'est donc, on a une expérience depuis plus de 20 ans qu'on accompagne des entrepreneurs vers le succès de leur continuité. On a la chance d'avoir accompagné 3 entreprises sur 2 générations et on espère en accompagner d'autres sur une très longue période de temps, que ce soit avec la famille, que ce soit des employés aussi à l'interne, parce que oui, les employés peuvent être aussi notre relève. Il y a 2 types de relève, relève de direction et relève d'actionnariat.
Transfert 360, c'est donc un plan d'action sur une plateforme technologique qui permet d'avoir son plan d'action de transfert sous tous les angles, sur le volet humain, financier, fiscal et légal, mais surtout qui apporte un volet collaboratif où tous les experts impliqués peuvent collaborer à l'avancée finalement d'un plan d'action. C'est d'où l'idée qu'on est très fiers d'être partenaire avec le CETEC dans cette approche complémentaire-là. Et au cours de ma route, j'ai croisé Jean-Sébastien Côté, membre de l'équipe, qui un jour me dit « Josée, as-tu déjà pensé céder ta place? » Each, donc moi qui faisais de l'accompagnement et de la continuité, à un moment donné, j'ai fait « Mais attends, c'est vrai, il faut y penser de notre côté. » Et qu'après une bouteille de vin, peut-être deux, non, je blague, Jean-Sébastien, on a commencé, dans le fond, ce processus-là. Et on va pouvoir vous parler autant du volet de nos interventions, ce qu'on constate sur le terrain, que même ce que nous, on vit dans notre réalité. Mais je vais laisser Jean-Sébastien se présenter aussi. Oui, exact. Merci Serge aussi pour l'introduction. Donc oui, il l'a très bien mentionné, j'ai un background, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis en consultation, donc autant en ressources humaines qu'en gestion du changement. Puis comme Josée l'a expliqué, ben, je l'ai croisé sur ma route tout bonnement dans un mandat qui s'entrecroisait finalement. Et Josée et moi, on a commencé à travailler ensemble, accueillis dans l'équipe en tant que consultant. Et voilà, encore une fois, Josée l'a mentionné, mais de façon très, très habile. Je l'ai mentionné à savoir s'il était prête à décrocher, es-tu prête à ton transfert, es-tu prête à céder ta place? Et voilà, c'est une belle histoire qui a commencé parce que, ben, comme on vous le mentionne, ben, nous sommes nous-mêmes dans un transfert d'entreprise et c'est ce qui apporte en fait une saveur intéressante à la rencontre d'aujourd'hui, pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est que oui, on va vous parler de notre expertise, on va aussi vous glisser un brin de notre expérience personnelle à travers le transfert là, dans les prochaines minutes. Et ce que Josée a mentionné, en fait, c'est au niveau de l'accompagnement de transfert 360 ou des services qu'on offre, bien, oui, on fait de l'accompagnement personnalisé, mais aussi de l'accompagnement et surtout, en fait, de l'accompagnement de groupe pour briser l'isolement des entrepreneurs, en fait, de chez nous. Puis nous encadrons pour que le processus de transfert et de transition, en fait, se fasse en toute harmonie. Et le mot-clé ici, en toute quiétude. Et voilà pour ma présentation. Excellent. Bien, merci Jean-Sébastien, merci Josée. Alors, justement, entrons dans le vif du sujet, justement, à la lumière de votre expérience et de ce que vous vivez avec les entrepreneurs, quels sont les constats que vous faites par rapport aux cédants, aux repreneurs qui arrivent avec un angle différent dans un processus quand ils abordent le transfert? Donc, quels sont les constats que vous faites par rapport aux enjeux précisément reliés aux employés dans ce contexte-là? Oui, merci. C'est une bonne question. En fait, là, moi, j'ai 4 petits constats du point de vue repreneur, là, parce que c'est un peu évidemment la place que je vais prendre aujourd'hui. Je vais vous mentionner côté repreneur, puis Josée et moi, on va s'échanger la balle. Mais mon constat numéro 1, c'est qu'inévitablement, dans un processus de transfert, il y a des employés qui vont quitter l'entreprise dans le processus, clairement. Puis l'objectif, en fait, c'est de minimiser les risques. Un changement de leadership qui soit rapide, hein, qu'on parle d'1 an ou sur 5 ou 6 ans, qui soit plus transitoire et qu'on parle de transition, va amener des résistances des employés et encore une fois, de fortes chances de perdre des joueurs dans le processus. Si le changement est géré au pif et qu'on n'a pas de plan d'action clair, finalement. Le manque de planification, le constat, c'est qu'il y a un manque de planification d'un projet de transition et de transfert. C'est sans équivoque je vais dire le mot vecteur de résistance, mais ça propulse la résistance puis ça les augmente en fait quand on n'a pas de plan d'action clair, clairement. Mon constat numéro 2, c'est que les repreneurs qui souhaitent, en fait, ça arrive à l'occasion que les repreneurs ne souhaitent pas nécessairement renouveler l'équipe qui est en place. Dans le sens qu'ils vont rentrer, comme on dit, avec leur grand sabot, vont vouloir tout changer, vont vouloir tout défaire d'organisation et vont se dire, ben moi, je veux changer aussi l'équipe de direction, je veux changer d'employé clé, parce que c'est un réflexe normal de vouloir s'entourer de gens qui nous ressemblent. Mais ça, c'est un très grand piège. Il faut effectivement faire très, très, très attention parce que si on laisse aller ou on tombe dans cette vision, cette façon de faire-là, on va perdre des employés clés, des joueurs clés et des bonnes connaissances. En plus, il va falloir partir en recrutement dans un marché qui n'est pas nécessairement favorable au recrutement, comme vous le savez. Là. On parle souvent de pénurie de main-d'œuvre, c'est ça, on est pas mal dedans, effectivement. Le constat numéro 3, je vais rapidement, en fait, les repreneurs veulent l'annoncer rapidement. On a une certaine fougue, en fait, en tant que repreneur. On veut que ça aille rapidement. On veut que, c'est ça, on va aller vite finalement. Puis on désire prendre la place rapidement. La place qu'on pense qu'il nous est due, on veut la prendre rapidement. Fait que c'est attention à ne pas bousculer les employés.
Le cédant aussi, au passage, je vous dirais, n'a pas trop bousculé les employés. C'est un bon plan pour se les mettre à dos finalement, puis quand on va trop vite, ben, on va augmenter son taux de roulement. Puis clairement que encore une fois, dans le projet de transfert, oui, l'objectif est de transitionner l'entreprise puis de transférer, mais on veut aussi minimiser le taux de roulement. Oui, vas-y, José. Ah, non, tu peux continuer. Oui, j'avais un autre constat qui vient de me frapper, en fait, là, en parlant. je vais vous le mentionner, finalement, c'est le constat numéro 4, le manque de communication à l'interne, finalement, du projet. On parle beaucoup de gestion du changement. Serge l'a mentionné en entrée de jeu. La clé de la gestion du changement, ben, c'est ça, c'est qu'il faut communiquer puis il faut planifier cette communication-là, finalement. C'est en lien avec le plan 1, le constat numéro 1. Mais mieux on communique le changement, mieux on communique le projet de transfert, plus on va augmenter la mobilisation autour de ce transfert-là, de ce projet-là. Et le mot-clé mobilisation va revenir souvent dans les prochaines minutes. José, mobilisation et communication, mais c'est un excellent point, Jean-Sébastien. Je dirais du côté des cédants, quand on parle de la communication, dans les constats qu'on fait, c'est qu'ils veulent l'annoncer le plus tard possible. Et c'est normal que cédant-repreneur, il y ait un rythme différent. Il faut comprendre que la fidélisation des employés, ça ne se fait pas par rapport au mur, finalement. Les employés se sont attachés aux cédants. Le cédant aussi s'est attaché aussi à ses employés. Et donc, il faut pouvoir assurer cette passation-là, finalement, tranquillement, vers le repreneur. Et un des trucs que je peux donner au cédant, c'est de décider de sa date de péremption, comme dit affectueusement mon mentor. Donc, la date de péremption, c'est de prendre un moment décisionnel avec soi et de dire, OK, c'est quand est-ce que je me vois ralentir? Ça ne veut pas dire qu'à cette date-là, vous n'êtes plus dans l'entreprise. Ce n'est pas ça du tout. C'est quand est-ce que je me vois ralentir pour tranquillement mettre votre plan d'action en place. Et l'idée pour mettre en place votre plan d'action, bien, ça veut dire que là-dedans, on va tranquillement faire la passation du flambeau aussi en mettant en place des conditions gagnantes qui vont rassurer les employés vers la relève. Et c'est sûr que si on rassure les employés, bien, on va pouvoir les fidéliser aussi dans le processus de transfert. Excellent. Alors, je constate dans le fond qu'on a un timing différent. Là. On a peut-être des repreneurs qui sont en tout cas plus pressés ou en tout cas qui veulent prendre leur place. C'est juste, c'est normal. Mais on a peut-être des cédants qui ont un timing différent et ça, clairement que la notion de la relation, des communications entre les deux, c'est importante. Mais par ailleurs, justement, par rapport aux défis pour chacun, du cédant et du repreneur, quels sont les défis que chacun doit affronter? Ça a été abordé, mais j'aimerais vous entendre un peu plus avant là-dessus. Le défi pour chacun des cédants et des repreneurs dans le contexte du transfert en lien naturellement avec les employés. Je vais te laisser commencer, Jean-Sébastien, là-dessus. Oui, c'est excellent. Si vous m'en va. Effectivement, en fait, ben, le premier défi qu'on a identifié, ben, c'est d'établir son leadership pour mobiliser encore une fois les gens autour du projet de transition. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, la mobilisation va revenir souvent, mais établir son leadership, c'est clé en fait dans le processus, mais c'est aussi un grand défi pour les repreneurs. Souvent, ce qu'on voit dans la pratique, en fait, c'est que les repreneurs, ben, les cédants aussi, là, mais aussi surtout les repreneurs, pensent que ça va être facile, que ça va super bien aller au niveau du transfert, au niveau du transfert des leaderships, parce que ben, on est déjà dans l'entreprise, on connaît déjà les gens, on a déjà des relations avec les employés qui sont soit très bonnes ou mauvaises finalement. Et comme on dit toujours, ben, c'est une chose d'être dans l'entreprise, mais c'en est une autre de tenir la barre en fait de l'entreprise et de tomber dans un rôle de gestion, un rôle de leadership. Vous le savez probablement, mais ça vient modifier votre rapport que vous avez avec les différents employés, finalement. Et ça vient aussi, il faut quand même, à travers tout ça, solidifier son leadership. Ça ne se fait pas nécessairement en criant si. José, tu as levé la main, tu as un petit point. J'ai le goût de dire aussi, même si on a des relèves externes qui sont familières avec le domaine d'activité, mais chaque entreprise a sa propre culture aussi. Il ne faut pas partir, je ne suis pas bonne dans les expressions, là, mais il ne faut pas partir avec ses grands sabots, c'est ça? En tout cas. Ouais, sur ses grands chevaux. C'est ça. Donc, il faut qu'il gagne quand même en crédibilité aussi. On va avoir des stratégies pour mettre de l'avant le leadership. Oui, clairement. Puis, tu sais, ce qui arrive, en fait, encore une fois, selon la pratique et l'expérience, mais les employés vont vous scruter en tant que repreneur. Encore une fois, en tant que cédant aussi, mais en tant que repreneur aussi. Là, ils vont analyser vos décisions, ils vont analyser votre leadership, ils vont le challenger aussi.
on utilise toujours l'exemple là, du macaque, là, en fait, qui a les fesses rouges qui sont exposées. Là, ben, c'est un peu comme ça qu'on se retrouve quand on reprend l'entreprise et qu'on expose son leadership. On a les fesses à l'air, puis on est à découvert, puis ben, on se fait regarder puis on se fait tester finalement. Fait qu'il faut faire extrêmement attention à comment on positionne son leadership. Puis en tant que repreneur, on a parlé de la vitesse en amont, qu'on a des billes différents puis des vitesses différentes, mais je pense que c'est important des fois en tant que repreneur de ralentir à ce point-là pour établir son leadership. Puis je vais le redire encore une fois, mais de mobiliser les gens autour du changement et que ben, on établisse ce leadership-là finalement. Puis, vous le savez, un des premiers facteurs de rétention, en fait, c'est la relation de confiance envers son leader, son gestionnaire et sa façon de leader et de diriger l'entreprise. Donc, dans une optique de pénurie et de rétention, ben, il faut absolument avoir un œil là-dessus, j'ai envie de le dire finalement. Je peux rajouter aussi que, en fait, dans un autre des défis là, qu'on a relevé, c'est que ben, c'est le fameux taux de roulement présentement. Puis je veux dire, la nouvelle réalité du marché, là, c'est assez rare que les gens présentement restent plus de 2 à 3 ans en poste. Puis ça, ben, c'est tout un défi pour un repreneur. Vous me direz pour le cédant aussi, parce qu'il est constamment en recrutement. Mais pour un repreneur, de reprendre une business, de se dire, moi, j'ai investi, j'en vais vers l'avant, mais je vais toujours être en recrutement, c'est extrêmement complexe. Ça ajoute finalement une couche au niveau du risque, là, puis au niveau d'être en réflexion, de savoir comment on va combler finalement ces postes-là. Fait que l'objectif, en fait, c'est en tant que repreneur et cédant, là, parce qu'on va parler maintenant d'équipe de co-direction, repreneur-cédant, il faut faire, en fait, si ce n'est pas déjà fait, il faut mettre en place des processus de recrutement qui sont proactifs, ensemble et proactifs et constants, mais aussi développer une culture de recrutement à l'interne. Certains cédants vont dire, ben, c'est à ma relève de faire ça, de mettre en place cette culture-là, mais la vérité est tout autre. Il faut s'assurer que le cédant connaît sa culture, connaît l'entreprise, connaît le marché, connaît les acteurs autour, donc doit vraiment participer, puis soutenir finalement le repreneur à travers ça. Parce que j'ai envie de dire aussi que les cédants, à l'occasion, sont plus habitués de naviguer dans ce recrutement-là et ce manque d'employés-là que les repreneurs peuvent l'être, du moins à court terme. Je me permettrais une petite question, Oui. Jean-Sébastien. Est-ce que tu dirais aussi que les repreneurs, bien que je dirais prêts à prendre la place dans l'entreprise et très enthousiastes, est-ce qu'il y a lieu à ce qu'ils fassent un peu d'introspection, dire quelles sont aussi mes forces? Est-ce que justement je peux aller chercher d'avance la complémentarité par rapport à l'équipe qui est déjà en place, par rapport les forces qu'il y a en place et les miennes, et ou faiblesses à combler? Mm-hmm. Ben oui, effectivement. Je sais, José, que tu vas en parler peut-être à la prochaine, là, mais c'est en fait l'introspection, puis c'est drôle parce que je m'avais parlé de l'ego dans le prochain point, mais oui, l'introspection est hyper importante. Il faut savoir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment bien s'entourer, effectivement. Encore une fois, ça a tellement l'air facile à dire, mais c'est extrêmement complexe à faire, mais surtout à matérialiser, finalement, là. Puis moi, ce que je vais faire un parallèle avec l'ego, puis tantôt, José va parler vraiment des forces et faiblesses, puis comment se connaître, etc. Mais l'ego, c'est un bon ami de l'entrepreneuriat, mais c'est un bon ami du processus de reprenariat, en fait, parce que il faut comprendre qu'il y a des employés en place qui ont des connaissances, que même si on ne s'entend pas toujours bien avec des employés ou qu'on a des valeurs à l'occasion qui sont différentes, ça, il faut assurer qu'on laisse cet ego-là de dire qu'il y a des gens qui sont plus forts que nous, qui vont bien nous entourer puis qui vont nous permettre vraiment de nous propulser. Mais ça demande vraiment, on a toujours un pas de recul. J'ai envie de dire que ça prend 2, 3 pas de recul à ce moment-là pour vraiment se déposer et s'assurer qu'on s'entoure de ces personnes-là qui ont plus de valeur que nous dans l'entreprise. On ne se le cachera pas. Merci. Voilà ma question, José, je te laisse aller. Bien, dans les défis du cédant, dans le fond, puis ça revient un peu à ce que tu viens de dire, Serge, mais je pense que le cédant aussi doit se connaître soi-même. Les repreneurs doivent se connaître eux-mêmes aussi, identifier les forces, les faiblesses. Pour le cédant, c'est davantage plus dans ses forces et faiblesses pour être capable de pouvoir coacher, transférer ses connaissances, lâcher prise et déléguer. Pour le repreneur, connaître ses forces et ses faiblesses. En fait, je recule en arrière. Le cédant, c'est aussi pour préparer son après-Inc., de connaître ses forces et ses faiblesses, parce qu'on n'est pas un entrepreneur lié à notre organisation. On est un entrepreneur parce que c'est une qualité, ça. Hein? C'est comme être passionné, être honnête, peu importe. Donc, tu sais, je carbure à quoi comme entrepreneur, comme cédant? Puis connaître ses forces et faiblesses du côté des repreneurs, bien, ça leur permet de voir, mais
avec qui je vais pouvoir m'entourer aussi. Et ça, quelque part, le fait, autant pour le cédant, son défi de planifier son après-Inc., mais ça va rassurer les employés. Le fait pour le repreneur de connaître ses forces, bien, ça rassure aussi les employés parce qu'ils se disent, OK, là, quand je le regarde aller, leur penser au cul de singe, j'ai bien aimé les fesses du singe, là, mais je suis capable de faire confiance dans ses capacités parce qu'il ne s'improvise pas aussi. Donc, et autant, je dirais, le cédant, son défi va être, après ça, de faire confiance aux repreneurs. Puis, tu sais, je trouve tout le temps que le sujet du transfert, c'est comme un sujet tabou. Les cédants, ils n'osent pas en parler, qui planifient leur transfert. On va revenir tantôt sur les enjeux de communication. Mais tu sais, pensez-y, là, avez-vous le goût de faire affaire avec quelqu'un qui a 102 ans, pas de relève d'établi? C'est beaucoup plus rassurant de savoir qu'on a une relève, des employés qui sont fidèles et motivés aussi, et tout ça redonne de la valeur à l'entreprise. C'est pas wonderful? Donc, un des trucs va être de clarifier. Hein? Excuse-moi, j'en sais. Vas-y, José, parce que j'étais enthousiaste, c'est parti. J'avais juste mentionné, dans le fond, excuse-moi, José, j'avais été mentionné, mais tu sais, au niveau, quand tu dis que tu as 102 ans, pas de relève, j'ai envie de mentionner que c'est extrêmement rassurant aussi pour les employés aussi à l'interne de se dire, ben oui, mon dirigeant présentement, le propriétaire, s'en va vers un fade-out. Peut-être qu'il était temps un peu que ça arrive. Puis on est bien content qu'il y ait une relève qui soit en place, puis ça va venir nous sécuriser, puis ça va venir sécuriser l'avenir. Fait que dans une optique de pénurie de main-d'œuvre puis de recrutement, je trouve que c'est un super bon point, effectivement. Le même principe, on va vous amener, dans le fond, cédant-repreneur, on n'arrête pas de vous le dire, vous devez clarifier vos rôles. Mais là, prenez un pas de recul, vous avez vos ressources humaines aussi. Puis là, les ressources humaines, bien, ils vieillissent eux autres aussi en passant. Donc, on doit redéfinir les rôles, on va rebrasser la sauce. Oui, c'est vrai qu'on peut perdre des gens, ça, on va en parler tantôt, mais ça peut être un processus naturel d'élimination. On veut toutefois quand même les fidéliser, retenir ceux qui ont du talent aussi et qui veulent continuer avec la nouvelle garde. Et l'idée va donc falloir penser que vos employés qui vieillissent, on va devoir documenter leur savoir aussi. Avec le même principe, le cédant, vous allez devoir documenter vos savoirs, commencer à transférer vos pouvoirs. Et du côté des employés, ils vont devoir aussi documenter leur savoir et transférer leurs connaissances. Ce n'est pas dit qu'ils vous quittent demain matin, mais on va prévoir. Donc, ce n'est pas juste la continuité cédant-repreneur. Il faut vraiment regarder la continuité au niveau organisationnel. Excellent. Alors, je comprends. Là aussi, en fait, il y a une différence, mais il y a en même temps une belle complémentarité à aller chercher. Puis, je comprends aussi que la question du leadership que le repreneur doit prendre, ben, il faut que le cédant lui laisse aussi. Donc, le valide à cet égard-là, qu'il va avoir, en complément à ce qu'on vient de dire, il va avoir cet élément-là qu'il va falloir établir. Puis, ça m'amène justement à une autre question, mais c'est justement, c'est quoi les impacts de la relation qu'il y a entre le cédant et le repreneur dans le processus de transfert par rapport aux employés? Comment est-ce qu'on doit travailler et aborder cette relation-là dans le processus de transfert? C'est une excellente question, Serge. Puis je vais me permettre de m'avancer sur celle-ci. Puis tu l'as tout à fait bien résumé. Puis ça, on le néglige en passant. On se dit, OK, on va positionner nos repreneurs qui vont devoir fidéliser, blabla, les employés, mais on va remonter en amont. La relation cédant-repreneur, c'est primordial pour assurer une mobilisation et une rétention des employés. C'est même en passant un principe en psychologie organisationnelle, en fait, dans le développement organisationnel. Ça part du haut pour après ça descendre vers le bas. Imagine si en haut, c'est chaotique. Le cédant, il n'est pas prêt. Il va contrecarrer les décisions ou les actions de sa relève. Ça ne l'aide pas. Là. Puis là, ça met en place que les employés ne savent plus. Là. Attends, je suis fidèle à mon cédant, mais là, écoute, il n'a pas l'air à s'entendre et que je dois prendre son bord, mais en même temps, je sais que c'est avec l'autre. Et la nouvelle génération ne supportera pas ce malaise-là parce qu'il y a plein d'ouvertures d'emploi actuellement. Donc, quand elle rester dans ce malaise-là, elle va se dire et elle va s'en aller. Et c'est vraiment important, cédant-repreneur, de vous entendre ensemble, d'avancer. Puis, tu sais, j'aimerais ça à un moment donné qu'on se dise, essayez de le voir autrement, ce n'est plus cédant-repreneur. Quand on s'est trouvé ensemble, là, on devient une équipe de co-direction.
Puis là, on va avancer dans une cohérence ensemble. Même si, des fois, je ne suis pas d'accord avec les décisions de Jean-Sébastien, par exemple, bien, je n'y rentrerai pas dedans dans la rencontre d'équipe. Je vais prendre une rencontre avec lui après pour essayer de comprendre son point de vue. Au lieu de dire ce qu'il doit faire, je vais l'amener à comprendre son point de vue pour après ça remettre les choses en perspective. Et on peut l'inverser aussi, hein, José. Excuse-moi, je sais que tu t'en vas après, mais si le repreneur n'est pas nécessairement en accord avec une décision ou une ingérence bien involontaire que José va vous mentionner, évidemment, il y a une place, un endroit pour le mentionner. Ce n'est pas dans la rencontre d'équipe devant les employés et dans la planification du lundi matin, mettons. Là. Fait que je voulais juste faire voir le revers de la médaille. Là. Exact. Non, mais merci, Jean-Sébastien, parce que c'est vrai, tout n'appartient pas au cédant, c'est le repreneur aussi, tu sais. Puis, c'est toute une question de continuité, finalement. Puis, c'est là où on va pouvoir faire le lien avec jumeler nos styles de leadership. Parce que c'est évident en passant, là, chaque être humain, je ne vous apprends rien, est différent. Donc, quand même qu'on a les mêmes valeurs, la même vision, ce qui est super important parce que c'est ce que vous allez communiquer aux employés, on va avoir des styles, un leadership qui est différent et qu'il faut pouvoir être capable de le combiner. Puis ça va devenir rassurant aussi pour les employés. Ce qu'il faut comprendre en passant, là, c'est que la relève souvent, ça va être perçu quand que le cédant, par exemple, va faire une petite ingérence, va reprendre la balle. Pour la relève, comment que c'est perçu? Elle perçoit ça comme un manque de confiance. Fait que là, imagine si la relève perçoit, elle, que le cédant ne lui fait pas confiance, ça va se ressentir au niveau des employés, ça crée de l'insécurité. Donc, partez du principe que cédant-repreneur, il n'y a pas de mauvaise intention. On est tous alignés sur le volet de la continuité, mais ça va prendre vraiment des temps d'arrêt pour aligner nos désaccords, ressoulever nos points positifs aussi, mentionner des peurs, parce que là, en passant, là, cédant-repreneur, vous en avez des peurs, c'est sûr. Je fais juste une petite parenthèse. Dans les cohortes en transfert qu'on anime, il y a une formation qu'on donne sur les peurs. Et on dit tout le temps aux cédants, on demande aux repreneurs de ne pas parler à ce moment-là, puis on demande aux cédants, est-ce que vous pensez que les repreneurs ont des peurs? Et presque dans tous les cas, les cédants font comme, ben non. Écoute, ils ont le vent dans les voiles, eux autres, puis ils sont jeunes et que ça va super bien. Puis les repreneurs, ils lèvent la main et disent, on peut vous dresser une liste d'au minimum 10 peurs qu'on a. Hein? Donc, il faut prendre ce temps d'arrêt-là pour justement, après ça, pouvoir s'aligner ensemble et se donner une latitude décisionnelle. Donc, tu sais, jusqu'où je permets à mon repreneur de pouvoir prendre des décisions sans nécessairement me consulter. Comment on va mettre en place notre conseil d'administration aussi ensemble pour pouvoir décisionner. Ça ne se dit pas, mais c'est des décisions qui mènent à l'action finalement ensemble et que chacun trouve son compte et sa crédibilité. Plus vous allez être solide, plus que ça va se ressentir au niveau des employés. Excellent. Jean-Sébastien, t'avais-tu un complément? Non, c'est complet. Moi, j'ai fait ma petite intervention. J'ose dire, c'était trop complet. Excellent. Parfait. Merci. Excellent. Merci, parfait. Et puis, j'ajouterais, là, tout ce qu'on se parle là, ça se prépare d'avance. Hein, c'est toute la préparation qui fait la différence. Les défis vont arriver, c'est sûr. Alors, mieux on va s'être préparé, mieux on va pouvoir... mieux on va avoir communiqué et mieux on va partager nos peurs parce que ça fait partie un petit peu de mettre peut-être un peu l'ego de côté, mais les nommer comme il faut parce qu'on va pouvoir les adresser pour justement se rassurer. C'est d'entrepreneurs et éventuellement c'est ceux qui font partie de l'équipe. Et à cet égard-là, justement, quand est-ce qu'on les inclut? Parce que oui, il faut bien se préparer, mais quand est-ce qu'on les inclut, les employés, dans le processus? Puis là, je sais que c'est très variable, là. On n'a pas beaucoup de temps, mais dans le processus, dans quel ordre? Est-ce qu'il y a un ordre? Et comment est-ce qu'on aborde ces questions-là? C'est une très bonne question. Puis effectivement, c'était un de mes points. Il n'y a pas, ce serait le fun d'une recette magique puis de dire que c'est tout le temps de cette façon-là. Puis, tu sais, moi, en tant que repreneur, j'ai envie de dire toujours, c'est le plus rapidement possible. Il faut l'annoncer. Moi, j'ai de la valorisation avec ça. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a de la valorisation. C'est le fun à annoncer. On veut que ça aille vite. Mais la réponse, je vais dire froide, mais la vraie réponse, dans le fond, c'est selon votre plan d'action, en fait, au final. Puis, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'autres réponses possibles. Quand on a un plan d'action en place avec un échéancier finalement qui est clair, précis, tu sais, José parlait de date de péremption, là, bien, tout part de cette date de péremption-là finalement. Puis on fait en bon français le reverse engineering, puis on peut construire son plan d'action à partir de là. Ben, c'est là qu'on peut débuter les communications puis qu'on peut se dire quand est-ce qu'on va commencer à communiquer les choses finalement. Puis, il faut normalement commencer par les employés clés qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, mais surtout ce qu'on va appeler les ambassadeurs positifs du changement. Sans rentrer dans les détails, là, mais tu sais, un ambassadeur positif du changement, ben, c'est des gens qui vont être contents du projet à la base, qui vont être contents pour le cédant, qui vont être contents pour le repreneur, puis qui vont comprendre pourquoi ça se fait. Ils vont automatiquement avoir le positif dans ce projet-là, dans cette transition-là. Ils vont avoir les bons mots, en fait, pour votre projet. Ils vont le comprendre, puis le message va être clair pour eux. Puis en résumé, là, c'est des gens qui vont vous permettre de propager la bonne nouvelle dans votre organisation, mais surtout de la bonne façon. Puis voilà. Fait que, le comment, après, je pense que c'est comme l'autre aspect qu'on peut explorer de la question, mais comment on le fait? Parce que oui, il y a le timing, mais après ça, comment? Ben, il y a comme deux aspects pour moi dans ce comment, finalement. Fait que le premier comment, ben, c'est en communiquant, mais surtout en le planifiant, comme je l'ai mentionné. La recette magique n'existe pas. Pour certaines entreprises, après 2 semaines, après 3 mois, ça peut être pertinent, mais on ne peut pas savoir avant d'avoir créé son plan d'action au complet. Mais il faut surtout s'adapter à la réalité d'entreprise puis réfléchir à ce plan de communication-là. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'un plan de communication, ben moi, je vais dire n'importe quoi, mais si dans ma vie, je fais des bouteilles de plastique et l'entreprise, la mission d'entreprise, c'est de faire des bouteilles de plastique, je ne suis pas un expert de la communication et des plans de communication. Il faut savoir bien s'entourer finalement puis bien construire ces plans-là. Puis pour une entreprise X, ça peut devenir un grand avantage de le mentionner dès le jour 1 parce que vous connaissez vos gens, vous connaissez la résistance au changement, vous connaissez le niveau de sécurité ou d'insécurité de vos employés. Fait que ça, il faut le prendre en compte aussi. Puis pour d'autres, pour l'entreprise Y, ben, ça peut avoir des très, très grands impacts sur la résistance, sur la productivité et évidemment dans les démissions à travers ça, chose qu'on veut absolument éviter dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, en gros, planifions ce plan d'action-là, créons notre plan de communication, puis j'ai envie de dire, réfléchissons à qui sont nos gens à l'interne dans l'entreprise et qui sont nos ambassadeurs positifs du changement. Tu sais, la communication, c'est un art. Le timing de la communication, c'est un autre art aussi. Puis dans votre projet de transfert, ben, c'est ça, il faut le prévoir dans ce plan d'action-là. Josée, tu l'as jeté. Ça va être une synergie entre le cédant et le repreneur. Tu sais, souvent, ce qu'on entend, c'est est-ce que c'est plus le cédant qui doit le présenter ou le repreneur? Mais encore une fois, si on avance dans une équipe ensemble, mais on va avancer ensemble dans toute cette belle transparence-là, qui peut être quand même contrôlée parce qu'il y a des informations qu'on va peut-être garder pour soi. Puis c'est pas parce qu'on est cachetier, c'est juste parce que, Jean-Sébastien va vous l'expliquer, dans la gestion du changement, on peut créer des insécurités. On veut donc pouvoir les rassurer. Mais il y a quelque chose de très rassurant quand on voit cédants-repreneurs qui avancent en synergie aussi ensemble. Oui, non, clairement. Puis, tu sais, là, j'ai parlé des employés clés, les ambassadeurs positifs du changement, mais les employés qui ne sont pas justement ces employés clés-là ou ambassadeurs, ben, ils doivent à un certain moment le savoir aussi. Puis la façon de le faire, mais tu sais, Josée m'a dit le mot contrôler le message. Ça, c'est en gestion du changement, puis en transfert d'entreprise, c'est hyper, hyper important de contrôler le message que vous envoyez à vos employés. Puis la clé là-dedans, ben, c'est de le répéter, le message, de le répéter, puis encore de le répéter, puis qu'il soit toujours le même et aligné avec le entrepreneur et cédant, finalement. Fait qu'on suggère toujours, oui, la fameuse rencontre individuelle, puis encore là, c'est une recette qui est hyper large, mais ça va toujours prendre une rencontre individuelle avant de lancer un message at large pour être sûr qu'on contrôle le premier message, puis qu'on contrôle par la suite le deuxième message et que les prochaines communications, ben, ce contrôle-là soit toujours là. Fait que c'est ce qu'on appelle la transparence contrôlée chez nous dans le jargon de la communication et de la gestion du changement. Fanny, je crois que tu serais en mesure de partager l'écran parce que j'aimerais montrer, là je vous dis le comment, etc., mais j'aimerais vous montrer visuellement le pourquoi on le fait. En gros, si on appelle ça le modèle du risque de fuite ProSci, puis en fait, ce qu'on vous a mentionné, là, moi, oui, j'ai des études en gestion du changement, mais la certification s'appelle ProSci, qui est une certification mondiale. Puis, ce que ça dit, ce graphique-là, en fait, là, il est repris directement là, de ma formation, finalement. Certification, c'est le mot que je cherchais. Et vous voyez qu'en haut, on a le confort, la sécurité. En deuxième, on a l'inquiétude et les incertitudes.
Et après, on a le risque de fuite. La première courbe que vous voyez en haut, là, je m'excuse, c'est un peu théorique, là, mais ça dure 2 minutes, je vous le promets. Confort, sécurité, on voit que la courbe, ben, on tombe un petit peu dans l'inquiétude, l'incertitude, mais après, hop, la courbe elle monte plus haute dans le confort, dans la sécurité, donc dans la productivité, donc dans la rétention, donc dans la mobilisation. Donc, on n'aura pas besoin nécessairement de recruter et d'aller bâtir des gros plans de recrutement et d'investir nécessairement énormément d'argent dans le recrutement. À travers ça, ben, quand c'est mal géré ou qu'on n'a pas de plan d'action, puis encore moins de plan de communication, puis qu'on ne connaît pas son monde, puis qu'on va trop vite, puis que vous faites tout le contraire de ce qu'on a dit depuis le début de la rencontre, ben, on va tomber dans ce qu'on appelle le risque de fuite. Là, je m'excuse, c'est pas moi, normalement, je suis la courbe avec ma souris, là, mais vous voyez, la deuxième courbe tombe en bas dans le risque de fuite. Ce qui veut dire que oui, vous partez d'un certain niveau de confort. Là, vous tombez tout de suite dans la perte de productivité, dans l'insatisfaction des employés, dans les résistances passives. Je ne te dis pas que ça ne me tente pas, mais ça ne me tente pas de le faire. Là, tu sais, le fameux quiet quitting qu'on a présentement. Et après ça, ben, ça peut rapidement tomber dans le roulement précieux employé, répercussions tangibles sur sa clientèle, résistance active et même une renonciation complète du changement. Si vous tombez dans le risque de fuite, vous voyez qu'en bas, la courbe ne remontera jamais. En fait, là, elle est presque à la même place là, parce qu'on a travaillé fort pour qu'elle revienne, mais en théorie, la courbe pourrait ne jamais revenir dans le confort et sécurité, ce qui veut dire que si vous manquez ce projet-là, que vous n'avez pas de transition, bien, vous allez en perdre des gens, vous allez avoir des résistances, vous allez brûler de l'énergie, vous allez brûler du gaz sur des choses qui sont hors transition, hors projet, hors entreprise. Au final, ce n'est pas nécessairement bon pour personne. Vous allez toujours avoir de la difficulté à retrouver le niveau de productivité que vous aviez. Puis j'ai envie de dire que c'est dans cette zone-là que les projets de transfert avortent puis qu'on doit juste réparer les fameux dommages créés par un manque de planification, en gros. Exact. Faut casser. Oui, vas-y, José. Je rajouterais en passant, c'est justement tout ce volet-là se planifie avec un plan d'action. Et dans votre plan d'action, on va le prévoir, ça, des éléments de la gestion du changement. L'importance aussi, on ne le dira jamais assez, de clarifier vos rôles pour rester dans la cohérence et la crédibilité. Puis c'est important que les cédants ne partent pas trop vite ni trop tard. Puis en même temps, j'ai le goût de dire, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est retour à l'expéditeur. C'est-à-dire que souvent, le cédant, vous avez été habitué au temps de toute votre vie, action-réaction, finalement. Quelqu'un vient vous voir, on y répond. Là, si on a mis en puissance notre repreneur, le retour à l'expéditeur, c'est OK, mais quand tu m'en parles, c'est quoi tes attentes? Sinon, je t'inviterai à en discuter avec cette personne-là, finalement. Donc, de retourner pour démontrer qu'on avance en synergie aussi et en cohérence ensemble. Excellent. Excellent. Je pense que ça fait vraiment un beau tour d'horizon. Toujours trop rapide parce que c'est des grands enjeux. Par contre, quand même, avec les étapes importantes qui sont naturellement la communication cédant-repreneur, planifier, on le dit souvent, et s'assurer justement que notre stratégie des ressources humaines, qui est déjà en place à certains égards, qu'elle est adaptée ou qu'on va la réadapter, on va en tenir compte dans ce processus-là, dans le fond, pour assurer le changement et s'assurer justement que tout le monde se mobilise. Donc, c'est dans repreneur, ça va de soi, mais tout le monde se mobilise autour de la stratégie pour éviter justement les roulements et le recrutement. Alors, écoutez, je vous fais un premier merci parce que oui, on partage l'information, mais aussi on veut voir quelles sont les préoccupations, questions de nos auditeurs. Donc, Élodie, peut-être nous faire un petit coucou pour nous indiquer qu'est-ce qui est rentré comme question pendant qu'on échangeait. Oui, on a eu plein de bonnes questions, puis d'ailleurs, il n'est pas trop tard si vous en avez d'autres, vous pouvez encore les écrire dans la section Q&A. Donc la première, il y a 2 parties. Premièrement, avez-vous des outils disponibles pour le plan de communication à l'interne lors d'un transfert? Et ce plan-là, est-ce qu'il devrait venir du cédant, du repreneur ou des deux? C'est une bonne question, je m'excuse. Je vais y répondre. La réponse à savoir si on a des outils disponibles pour un plan de communication, oui, à l'interne. C'est un plan de communication qui est classique, en fait. C'est juste que comment on le gère, ça va être personnalisé à votre entreprise, finalement. Mais un plan de communication en gestion du changement et pour un transfert, si on n'a pas révolutionné le monde, c'est un plan de communication qui est classique. La réponse
et oui, finalement. Le plan devrait-il devenir du cédant, du repreneur ou des deux? Les deux, en fait. Mais j'ai envie de dire qu'il va être majoritairement influencé par le cédant, puis qu'il faut respecter le cédant dans ce plan de communication-là. Parce qu'un plan de communication, comme je mentionnais, au niveau repreneur, on veut que ça aille vite. On veut, il y a une certaine, je parle le mot, là, mais satisfaction qui vient avec ça, ou une valorisation, en fait, qui vient avec le fait qu'on le communique rapidement, et qu'il faut laisser le plan de communication se modeler aux volontés du cédant, mais aussi, en fait, le cédant connaît bien son marché, connaît bien son monde, connaît bien l'industrie, donc va grandement l'influencer. Vous allez le faire ensemble aussi. Je pense même que le CETEC, là, vous en avez là, des modèles de plan d'action. Ce qu'il faut retenir en passant, là, c'est que dans un plan d'action de transfert, vous allez avoir la communication aux employés / le tout ouvre un tiroir parce que tu n'oses pas comme ça avec les employés. Là, tu vas te bâtir ton plan de communication. Simplement, le plan de communication qu'on va faire cédant-repreneur ensemble, c'est les questions de base. Hein. Ouais. Donc, c'est quand est-ce qu'on en jase? Puis c'est certainement pas dans une discussion de corridor. C'est où aussi. Donc, c'est le quand, c'est le où, c'est le qui on va impliquer. Jean-Sébastien l'a mentionné tantôt. On visite des employés clés, des employés aussi qui sont porteurs de changements positifs, là, des ambassadeurs positifs. Et le comment aussi on va s'y prendre parce qu'on dévoilera pas tout d'un coup parce que vous allez générer des résistances. L'être humain est comme ça. L'insécurité dans un premier temps, donc on donne un petit peu d'informations. Et on n'est pas au pays des licornes, et que c'est pas vrai que tout va super bien se passer. Donc, mais en même temps, on ne dira pas, oh mon Dieu, que ça va être difficile, on veut les avoir mobilisés. Et donc, on veut que tout le monde puisse s'impliquer dans ce volet de la continuité-là. C'est important de préparer le quoi et le comment de votre message. Donc, la prochaine question, c'est quand est-ce préférable d'annoncer aux employés le changement de direction? Oui, c'est une bonne question. On a tenté d'y répondre à cette question-là un petit peu dans la présentation. Ça va être plate comme réponse, mais c'est que ça dépend. Ça dépend de, comme on m'a dit tantôt, de qui sont vos ambassadeurs, qui sont vos ambassadeurs positifs du changement. Ça dépend aussi votre niveau, le niveau d'insécurité de vos employés face à votre projet de transfert. Je pense que c'est surtout ça la clé. En tant que cédant, vous le savez, vous les connaissez. Vous savez tous ceux qui vont dire il y en a 2-3 que ça va fatiguer un peu. Il faut contrôler le message. Vous le savez, vous les connaissez, vos gens. Fait que, il n'y a pas de réponse claire à ça, mais l'important, encore une fois, il faut y réfléchir, il faut connaître votre monde, il faut bâtir votre plan pour savoir c'est quand le timing exact. Ça, je ne le martèlerai jamais assez au niveau de la gestion du changement. C'est la clé de la clé. Contrôler le message au bon moment, aux bonnes personnes. Mais on ne peut pas, puis je vous dis de mentionner encore une fois, on ne peut pas juste lancer ça dans le corridor ou à large. Vous avez une rencontre mensuelle. Hey, en passant, on fait un transfert d'entreprise, puis en 3 ans, c'est mon fils ou le directeur général qui reprend l'entreprise. On va éviter ça, puis on va le planifier, puis on va contrôler le message. Pire, oui, ou le pire de dire, dans 3 ans, je ne serai plus là, ou à l'inverse de ce qu'on a déjà vu, c'est que, go, on a positionné la relève, le cédant, il n'est plus là. Donc, il part 3 mois, 4 mois, 6 mois. Là, écoute, ça l'insécurise, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on n'a eu aucune communication. Dans votre plan d'action de transfert, quand on parle de communication aux employés, on va avoir bâtir votre plan d'action de communication, c'est-à-dire, et vous allez avoir une autre action aussi. Commencez donc à identifier, comme vient de dire Jean-Sébastien, c'est le portrait des membres de votre organisation. Donc, voici qui ils sont et est-ce qu'ils risquent d'avoir des résistances? C'est quoi leurs caractéristiques? Je ne dis pas qu'on va faire 15 messages différents, mais on va pouvoir avoir le pouls. Donc, on va peut-être y aller dans le comment en passant par peut-être des rencontres individuelles avec certains et des rencontres de groupe avec d'autres aussi. Ça dépend. Donc, mais ça dépend, c'est ça, ça se planifie dans votre plan d'action. La fameuse réponse. Vas-y, Serge, excuse-moi. Je vais juste ajouter une petite précision qui a rapport. C'est en amont, avant même la transaction, il faut savoir qu'il est possible de faire signer avec les employés clés avec une entente de confidentialité, parce que, comme la fameuse phrase de baseball le dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Alors, tant que c'est pas signé, par contre, il y a des enjeux à discuter et il est possible de faire signer
à certains employés une entente de confidentialité qui va nous permettre d'avancer avec eux et de les inclure justement dans ce processus-là pour favoriser tout ce qu'on vient de dire avant en termes de communication. Bien, tout à fait, Serge. Puis il ne faut pas oublier en passant que quand on vend notre organisation, on la vend avec des employés, on la vend avec des employés clés. Et qu'on veut s'assurer que ces gens-là, mais ils demeurent encore au sein de l'organisation, ils créent une valeur. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être même les impliquer parce que, tu sais, peut-être vous vendez votre entreprise, mais celle-ci va se continuer. Donc, ce monde-là, il faut qu'il voit que, hey, c'est cool, toi, là, tu vas être le porteur, tu vas assurer la continuité aussi, tu vas en faire partie. Tu sais, il y a quelque chose de le fun, il ne faut pas voir ça comme une finitude, là. C'est un bon point. Effectivement. Je peux pas réagir. J'aimerais ça rajouter quelque chose, mais c'était bien dit. C'est parfait. Donc, la prochaine question. Comment un repreneur peut démontrer sa crédibilité auprès des employés présents dans l'entreprise? Doit-on miser sur la continuité ou présenter ses propres forces? Bien, en fait, je vais juste dire que un des facteurs gagnants et de succès des continuités que moi j'ai pu voir à travers les 20 dernières années, c'est quand la relève prend sa place en ajoutant éventuellement ses propres couleurs. Donc, ça peut être de revoir l'image de marque, de revoir même le nom aussi de l'entreprise, par exemple. Donc, ça se passe dans un processus tranquillement où on va danser cédant-repreneur aussi ensemble pour ne pas se contrecarrer dans les décisions aussi. Mais l'idée, c'est que tranquillement, il faut comprendre que le cédant est dans un lâcher-prise. Il doit laisser de la place au repreneur. Puis ça se peut en passant que le repreneur, des fois, il se plante. Là, mais tu sais, moi, ce que j'ai appris en psychologie, là, c'est moyennant que tu restes présent, tu en es conscient. Là, l'ego, Jean-Sébastien l'a dit tantôt, on le met de côté. On va pouvoir avancer en synergie avec les employés. Puis, le cédant va même le reconnaître aussi, dire, bien, regarde, c'est correct, on est en apprentissage. C'est d'où l'idée, ce que Serge disait tantôt, il faut se donner un temps pour justement cette transmission-là, puis cette avancée-là ensemble, puis pour permettre aux repreneurs de gagner en crédibilité aussi. Là. Et en confiance. Mais oui, en confiance aussi. C'est un excellent transcender ses peurs, là, ça ne sera pas... Tu sais, pensez-y, là, il doit leader l'entreprise, gérer les ressources humaines, développer sa pensée stratégique, développer une pensée financière. Écoute, attends une minute, ça ne se crée pas comme ça, mais le cédant aussi doit travailler sur lui-même pour laisser sa place. Le petit truc que je peux vous donner, là, by the way, là, c'est le cédant doit laisser sa place aux repreneurs, puis les repreneurs, comme dirait mon fils, j'étais qu'un adolescent, il ne faut pas qu'il se la croie non plus, tu sais, mais qu'il doit laisser de la place aux employés. Comment on fait ça? Parce que les repreneurs, by the way, là, aussitôt que tu commences à reprendre une entreprise, je vous le dis tout de suite, vous êtes déjà en train de penser à votre propre continuité. Là, vous allez dire, mon Dieu, Josée, calme-toi, je n'ai que 30 ans. Ben oui, mais c'est ça qu'on veut. On veut assurer la continuité de l'entreprise. Donc, on veut travailler de façon macro sur son organisation et non moins dedans. C'est un autre enjeu des repreneurs en passant de travailler macro. Et pour ça, il faut que tu mobilises tes employés aussi. Donc, le truc que je vous donne, c'est axez-vous sur les résultats et non pas les moyens. Donc, les moyens, vos employés clés ou la relève, ils auront le choix de trouver ce qui colle à leur couleur à eux, mais les résultats, on va venir les évaluer ensemble finalement par la suite. Puis ça va être super important pour justement responsabiliser, mobiliser, rendre en confiance autant le repreneur que nos employés clés. Je m'emporte. Excellent. Prochaine question. Comment persuader la relève de venir travailler en 2023 avec le manque de main-d'œuvre que nous vivons? Comment pouvons-nous avoir une relève si nous devons engager des retraités en ce moment pour répondre aux besoins? Oh, mais ça, c'est une excellente question en passant, mais c'est justement, regardez pas ça juste là. On a deux types de relèves. On va avoir des relèves de direction puis des relèves d'actionnaires. Et tant mieux si on a des retraités qui viennent nous assurer une passation de leur connaissance, de leur savoir aussi. Donc, ça peut mettre en puissance d'autres employés. Et négligez pas, ces personnes-là, là, ils ont un réseau aussi. Moi, dans ma vie, ce que j'ai compris très tôt, là, c'est pas comment tu vas faire pour te rendre là, c'est plus le qui. Qui connaît qui va te remettre en relation. Donc, une personne peut venir travailler chez vous, mais avoir tout un réseau.
ce retraité-là, il y a peut-être un petit-fils qui vient de dire « Hey, wow, moi, j'aimerais ça être un entrepreneur dans ma vie. » tu sais. Donc... Ben, c'est super intéressant. Puis moi, je peux faire un petit pouce là-dessus aussi, José et Serge. Là. On parle toujours de... Le recrutement est difficile. Les entreprises doivent donner des nananes à n'en plus finir, finalement, là, puis innover constamment dans le recrutement, puis dans les avantages sociaux, dans les types d'évaluation de rendement, dans le beanbag pour s'asseoir, dans la table de poule, etc. En même temps, de dire, hey, tu sais quoi, moi, j'embauche un directeur général, un employé clé, tu es dans l'entreprise XYZ, mais moi, dans 5 ans, ça se peut que je vende mon entreprise. C'est quand même assez pertinent comme argument de vente d'un poste pour le recrutement. Ben, en fait, pas nécessairement je vends mon entreprise, je recherche ma relève interne finalement pour pouvoir reprendre les rênes de l'entreprise d'une façon de le formuler. On parlait de communication tantôt, là. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Mais ça reste que ça peut être extrêmement fort, extrêmement porteur de dire ça. Puis tu sais quoi, si ça n'a pas marché, puis ça ne t'intéresse plus dans 5 ans ou dans 2 ans, mais on aura quand même fait un bon bout de chemin ensemble, puis tu auras eu un emploi de rêve, tu te seras développé dans ton leadership et dans ta façon de gérer une business, puis tu te seras élevé en tant qu'employé, puis après, ben, tu pourras partir ou finalement reprendre les rênes. Fait que, moi, je le vois que c'est un gros avantage concurrentiel tant que le message est contrôlé, encore une fois. Voilà. Bon point. J'espère que ça répond à la question. Je pense que oui. J'ai 2 questions qui sont reliées parce qu'ils sont de la même personne. Donc, premièrement, c'est est-ce qu'on peut être trop proche des employés dans un transfert en voulant répondre aux inquiétudes rapidement? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des méthodes mieux adaptées aux petites équipes? Nous sommes très proches des employés. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut être trop proche de nos employés? Oui, oui. Ouais, je pense que oui, on peut être trop proche de nos employés. Encore une fois, c'est quand même des grosses étapes, c'est quand même des gros projets. C'est quand on passe d'entrepreneur à semi-retraité, là, puis on va toujours dire semi-retraité parce que José et moi, puis je pense que Serge non plus, on n'y croit pas vraiment à cette retraite-là post-entrepreneuriat. C'est des gros projets, puis à un moment donné, il faut lâcher prise, il faut enlever le plaster, puis il faut... Mon expression, c'est couper le cordon, c'est ça, hein, la bonne expression. Il faut les laisser aller. Puis ce qui arrive, c'est que là, quand vous êtes trop proche de vos employés, vous allez agir en bonne mère puis bon père de famille 90% du temps. Puis ce qui risque d'arriver, en fait, c'est comme José le mentionnait tantôt, c'est une ingérence bien involontaire de votre part dans les prises de décision. Ça vient détruire complètement une confiance de un. Ça peut détruire une relation. Puis s'il y a la famille là-dedans, ça peut encore plus venir... détruire votre relation familiale à court, moyen terme, finalement. Ce n'est pas que c'est toujours le cas sur le long terme, mais ça vient changer les dynamiques. Fait que oui, c'est correct d'être proche, surtout dans la gestion de proximité, puis dans votre style de leadership, votre style de gestion, c'est bien parfait. Mais certainement, il faut couper le cordon, justement, puis laisser aller les gens. Il faut aussi être en mesure de développer sa capacité à avoir des conversations difficiles avec des employés pour lesquels on est proche dans un mode de reprenariat, parce que c'est pas vrai que ça va juste être des conversations faciles et juste des bonnes nouvelles, un processus de transition. Puis on va éviter de démobiliser vos gens desquels vous êtes proches puis qu'on doit les recruter ultimement ou aller. Ça serait mon grain de sel dans cette question. Ensuite, en tant que repreneur, est-il nécessaire de rencontrer individuellement les employés clés ou exerçant une influence sur les autres employés afin d'assurer une bonne rétention? Ben oui. Oui, en fait, il faut rencontrer les employés clés individuellement. Là. En fait, oui et non, ça dépend. Est-ce que vos employés clés sont déjà... Est-ce que vos employés clés sont déjà dans un comité de direction? Est-ce que cette rencontre-là peut se faire dans un comité de direction? Probablement que oui. Mais si vous êtes une petite entreprise qui n'a pas nécessairement cette structure-là, on vous suggère quand même, oui, de les rencontrer individuellement, après en équipe, pour qu'après, ben, vous rencontrez vos employés individuellement, pour rencontrer vos employés en équipe, pour marteler le même message tout au long. Ce serait qu'il y ait justement cette cohérence dans le message et ce contrôle. Fait que ça dépend, encore une fois, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir dans le fond. Puis encore une fois, ben, vous connaissez vos gens, vous connaissez vos équipes, vous savez quand est-ce qu'ils se rencontrent, mais vous connaissez surtout les dynamiques entre eux. Puis ça, c'est hyper important dans la communication. Puis c'est un gros angle mort, en fait, là, dans le projet de transfert par rapport à votre mobilisation du personnel, là, clairement. Et que ça va être important, là, j'ai le goût de rajouter, là, de connaître le profil, parce qu'encore une fois, ça dépend.
que ça se prépare, c'est de connaître le profil des gens aussi. Il faut s'assurer, by the way, c'est pour ça que des fois on dit, on va y aller avec une rencontre de groupe. C'est si on veut qu'il y ait un même message entendu. Vous savez, l'être humain, c'est complexe, c'est basé d'interprétation, de perception. Puis tout ça est accentué quand on vit des émotions ou de l'insécurité. On n'entendra pas la même chose. On va souvent, des fois, privilégier soit en rencontre individuelle ou de groupe, mais il faut l'importance du message aussi qui soit bien communiqué. Puis, quoi de mieux, les repreneurs, vous pourriez aussi faire une rencontre cédant-repreneur ensemble finalement. Mais encore une fois, ça dépend parce que là, on ne veut pas faire non plus 2 contre 1, mais que ça se prépare aussi. Encore une fois, ça dépend du monde qui compose l'organisation. Excellent. Super. Merci. Oh, Serge, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais te demander parce que je vois le temps avancer. C'était la dernière question? Ou... Ah non, on peut. On a le temps encore un petit peu plus. Étant donné qu'on a commencé en retard. On a 4 minutes de jeu. Yes. Ah, c'est bon. Donc, la prochaine question, c'est: est-ce que les employés qui adhèrent aux valeurs, à la mission et à la vision de l'entreprise sont plus enclins à rester dans une entreprise, sachant que le repreneur continuera dans la direction et l'alignement d'affaires du cédant? OK, mais ça, c'est important. Là, j'ai le goût de dire tantôt, je vais prendre la balle, tu rebondiras, Jean-Sébastien. On a parlé de l'ego du repreneur, j'ai le goût de dire, on va parler de l'ego du cédant aussi. Là, l'idée, c'est pas de faire de nous un mini-mi finalement, que automatiquement, la relève doit reprendre toutes nos couleurs. C'est même gage de succès en passant quand le repreneur peut teinter les choses. Mais évidemment, on ne veut pas insécuriser, on ne partira pas en peur à tout vouloir changer, parce que c'est pas vrai, il y a des choses quand même qu'on veut conserver. Si on veut que le duo, trio, whatever, cédant-repreneur fonctionne, une des prémices en passant, c'est de s'assurer, est-ce qu'on est aligné sur les mêmes valeurs? Parce que sinon, je vous le dis tout de suite, c'est vos racines. Si on n'est pas aligné sur les mêmes valeurs, ça ne marchera pas finalement. Et est-ce qu'on a une vision commune aussi? Évidemment, nos valeurs peuvent être teintées. Je veux dire, moi, dans le fond, si j'avais une valeur, par exemple, du travail d'équipe, Jean-Sébastien, c'est peut-être teinté sa valeur d'équipe à on se fait aussi des lunch and learn ou des petits moments sociaux. Donc, peut-être moi, ce n'était pas ma définition nécessairement, mais je vais me laisser teinter. Et oui, en passant, gage de succès si cédant-repreneur avance avec les mêmes valeurs, même vision, puis ça peut rassurer les employés aussi. Mais comme je vous le dis, ce qui est important, c'est que les employés voient qu'il y a comme un vent de changement qui est apporté par les repreneurs parce que rien de pire qu'une organisation qui garderait son statu quo, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement qui se crée. Ça, c'est la mort de autant un individu qui n'a plus de projet, autant une organisation que ça n'apporte pas certains changements. Jean-Sébastien, tu voulais-tu rajouter? En fait, oui. Puis, tu sais, ce que je peux rajouter, c'est qu'au côté relève familiale, normalement, on partage les mêmes valeurs ou les mêmes traités. Bref, c'est extrêmement teinté déjà, mais c'est ça. Il faut absolument que les parents ou les cédants dans une relève non familiale soient ouvertes à laisser son ego de côté puis à reprendre les idées finalement et de s'assurer qu'on. Moi, c'est ça. En fait, tu l'as dit, José, je m'en allais à gauche, là je vais revenir là, tu as tout dit. Au final, il faut juste s'assurer de laisser l'ego de côté puis qu'on écoute puis qu'on accepte finalement qu'il y aura des différences dans les valeurs, mais il faut absolument les réaligner devant les employés pour éviter de les déstabiliser puis d'augmenter les résistances. On aurait le temps pour une petite question très, très rapide. Comment savoir si c'est un bon fit entre l'acheteur et le vendeur et recommandez-vous des tests psychométriques? C'est ma question. On peut quasiment laisser Serge, tu veux faire du pouce là-dessus? Tu as-tu d'en faire un peu? En fait, oui, c'est potentiellement intéressant et c'est ce qui permet surtout, en tout cas, en particulier, je pense au transfert à l'interne, transfert familial, transfert à l'interne. C'est souvent ce qui va nous permettre justement de rendre plus neutre l'intervention. Parce que justement, en raison des relations qu'on a depuis longtemps, famille ou employés, des fois, c'est pas évident de départager. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose aussi, il faut se faire ce transfert-là. Oui, c'est important qu'on soit tout à l'aise, la communication, tout ce qu'on vient de dire, et c'est important qu'on ait les meilleures conditions pour la continuité de l'entreprise. C'est un trio, là. C'est l'entreprise elle-même, c'est une entité, il faut qu'elle continue. Alors, ce type d'intervention-là, test psychométrique ou établissement de paramètres, de conditions
à savoir si on rencontre les conditions pour occuper les postes qu'on va se donner ou qu'on va transférer, si on veut, bien, qu'on ait un outil semblable pour arriver à une vision objective qui va permettre, oui, un bon transfert et oui, une belle continuité. C'est clairement une bonne idée. Ouais. Je peux renchérir, Serge. L'idée des tests psychométriques, je le sais là, que ça fait peur aux gens, c'est peut-être le mot, je ne sais pas trop, mais l'idée, ce n'est pas de savoir que, OK, c'est un go ou no-go. Ce n'est pas ça que le test mesure. Là. Le test qui va aller voir, c'est quoi les forces que j'ai, c'est quoi mes compétences. Et à ce moment-là, de pouvoir être complémentaire entre repreneurs, mais être complémentaire aussi avec l'équipe. Comme par exemple, moi, je suis très forte au niveau spontanéité et créativité. C'est correct, on me veut dans la vision, mais je vais devoir m'entourer de quelqu'un qui est davantage plus organisé. L'adjointe, elle peut faire ça, plan d'action, puis ainsi de suite, finalement. Idem pour Jean-Sébastien, qui, avec ses forces, va aller s'entourer de personnes qui viennent en complémentarité. Parce que les cédants, en passant, vous, c'est aligner vos objectifs de transition. Puis, dans le fond, c'est de passer à POC à vos repreneurs et qu'on ne veut pas que ce soit nécessairement l'équipe qui entoure le cédant, c'est l'équipe qui va entourer le repreneur. Mais n'ayez pas peur des tests psychométriques, c'est ça, j'ai le goût de dire. Un bel outil, effectivement. Oui. J'aimerais répondre à une dernière question rapidement. C'est bonjour, allons-nous pouvoir se procurer l'enregistrement de cette présentation? Effectivement, l'enregistrement va être disponible sur notre blog la semaine prochaine, puis je vais envoyer un lien à tous les gens qui sont inscrits dès que ça va être disponible. Donc, ça serait la fin du webinaire. Je vais vous mettre un petit sondage à l'écran pour avoir votre niveau de satisfaction. Parfait. Et puis, de mon côté, à votre nom, José et Jean-Sébastien, je remercie nos participants d'une part, et moi, je vous remercie d'avoir partagé si généreusement votre expertise, votre connaissance les applications, les implications pratiques d'un transfert d'entreprise et des implications auprès des employés. Donc, on vous demande de remplir le petit sondage. Ça nous aide pour cette présentation et celles qui vont venir. Vous aurez aussi les réponses, les questions-réponses. Si on n'a pas eu l'occasion de répondre à toutes les questions, dans le blog puis dans la transmission du lien pour écouter ou réécouter le webinaire et ou le transférer à des gens de votre entourage dans l'entreprise, vous allez aussi avoir des réponses, les réponses aux questions qu'on n'a pas eu l'occasion de poser. Je vous invite par ailleurs à la prochaine présentation webinaire avec Banque Nationale où justement on va parler de comment est-ce qu'on passe les enjeux quand on passe d'employé à chef d'entreprise. Ça sera un enjeu, on en parlait aujourd'hui, on va en reparler encore, c'est le 23 février prochain. Donc, surveillez les blogs, les invitations pour pouvoir y participer. Donc, merci à vous tous. Merci encore à José et Jean-Sébastien. Et je vous souhaite à toutes et toutes un bel après-midi. Merci Serge. Merci à tout le monde. Bien, au revoir.